les céréaliers cette année, grosso modo, ils vont être payés un peu moins de 200 € la tonne. Hein, voilà, grosso modo, c'est les prix qui s'annoncent. Parce que concurrence internationale, parce qu'on est dans le libre-échange, parce qu'on ne veut pas remettre en cause l'Union européenne. Hein, et il vient des blés ukrainiens et russes à des prix défiant toute concurrence, ou d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, s'il y avait une vraie réforme, il faudrait que l'État français ou l'Union européenne, si on en a le courage, et si on est unis en Europe, je crois que c'est pas le cas, qu'on n'est pas unis, hein, les 27, le prix des céréales, il faudrait le doubler. Donc ça veut dire 400. Si on met une céréale à 400, vous comprenez bien que les céréaliers, ils vont gagner leur vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui on va parler d'un problème extrêmement grave pour la population française. On va parler de conditions de vie des agriculteurs. Sur Nexus, on a donné plusieurs fois, on revient sur ce sujet régulièrement. Aujourd'hui avec Philippe Grégoire, que vous connaissez bien pour sa chaîne sur YouTube, Philippe est dans le pré, je vous invite à aller regarder tout son contenu, où il va être bien plus exhaustif que ce qu'on aura le temps de faire là, parce que il nous faudrait des jours pour résumer la situation de la condition de vie des agriculteurs qui alerte depuis 30 ans la population, et la population n'arrive pas à se saisir de ce problème-là. On va en venir à une situation où il y aura plus d'agriculteurs en France probablement, ou en tout cas aujourd'hui, le monde paysan se vide petit à petit de sa substance. Bonjour Philippe Grégoire, on va parler de la loi Duplon, alors là on est après les votes, puisque cette émission passe au mois de juillet, alors que les discussions étaient au mois de juin. On va parler de la désinformation autour du monde agricole. Et voilà, vous, ce qui vous choque le plus, c'est aujourd'hui les suicides, vous m'en reparlez souvent, c'est un indicateur de ce mal-être. Bonjour Philippe Grégoire, et par quoi voulez-vous commencer? Bonjour Romain, merci de m'avoir invité. Par quoi je veux démarrer, c'est sur la désinformation permanente concernant l'agriculture, puisque chaque année, les médias écoutent qu'un son de cloche, hein, principalement bien sûr FNSEA, hein, et puis les pouvoirs politiques hein, qui sont en place sont quand même eux qui ont le plus accès aux grands médias. Donc actuellement c'est le gouvernement Macron, mais c'était pareil avant avec Hollande ou Sarkozy. Hein. Donc c'est une désinformation permanente où leur stratégie consiste à dire que finalement l'agriculture ça va pas si mal que ça, que finalement c'est le discours d'aujourd'hui, que les consommateurs qui sont pas informés, je les comprends qu'ils sont pas informés, ils sont pas sur le terrain, on va leur dire que le prix du lait, il a jamais été aussi élevé dans les exploitations. Vous voyez des articles, le prix du lait a augmenté, le prix de la viande bovine dans les exploitations a augmenté, le prix du mouton a augmenté. Donc ils vont, alors ils veulent aussi en volaille aussi les œufs, parce qu'ils veulent remonter des bâtiments à volaille, le groupe LDC pour fournir les œufs, pour plus qu'on les importe. Donc ils disent que ça fonctionne, qu'il y a de l'avenir dans nos filières et tout, pendant que les paysans continuent de se suicider, 2,5 par jour, 6 tentatives de suicide par jour. Et en fait, quand on n'est pas dans le cœur du réacteur sur le terrain, c'est difficile à décrypter. Pourquoi? Parce qu'un prix n'est pas une marge. Certes, le prix du lait a augmenté et le prix de la viande, mais c'est parce qu'ils pouvaient pas faire autrement. D'abord, ils n'en trouvent plus, parce que beaucoup de gens ont arrêté. La ferme France s'effondre, comme la ferme belge ou allemande, hein, ça s'effondre globalement partout en Europe et c'est importé de l'étranger, beaucoup les produits qu'on produit plus chez nous. Mais un prix, c'est pas une marge. Certes, les prix départ de la ferme sont plus élevés, mais toutes les charges, elles ont flambé. Comme toutes les charges ont flambé, avec amortissement, aujourd'hui, il se trouve qu'un jeune qui va s'installer, le ratio économique, il est moins bon que dans les années 2000-2010. Même si en 2000-2010, les prix étaient inférieurs, un prix, c'est un indicateur. Mais ce n'est pas une marge finale. Je prends souvent l'exemple de vous, si vous êtes salarié, si vous êtes augmenté de 200 € par mois, le gouvernement peut communiquer là-dessus en disant on a augmenté vos salaires de 200 € ou le SMIC de 200 € par mois. Mais si les assurances ont augmenté, si l'entretien de votre véhicule a augmenté, si votre loyer a augmenté de 300 €, hein, si tout le reste a flambé autour de vous, bah, vos 200 € de plus mensuels, ils vont se transformer
que finalement ils sont avalés et il vous en manque. Et c'est ce qui se passe dans le monde agricole. Simplement, c'est difficile à expliquer parce que les médias, bon, il y a un battage médiatique pour essayer d'entraîner des agriculteurs, des petits soldats comme je les appelle, à réinvestir pour faire tourner l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et à partir du moment qu'on va réinvestir, la difficulté de ce métier-là, c'est que quand vous faites le choix de vous installer, c'est souvent des investissements lourds avec une rentabilité proche de 0 ou 1%, le retour du capital sur investissement. Il n'y a que le foncier qui perd pas de valeur, mais le reste, c'est des investissements lourds avec peu de retour sur investissement. Donc le jour où vous décidez d'investir 300, 500 ou 800 000 euros, bah, quelque part, vous êtes attaché. Vous êtes attaché au réseau bancaire et à la coopérative. Et là, pour faire marche arrière, une fois que vous avez vu que vous alliez travailler beaucoup pour aller, on va dire, autour de 1000 euros, parce que c'est souvent ça, on est autour de 1000 euros, il y en a, ils sont à 500 euros, mais d'autres sont à 1300. Donc, on va dire autour de 1000. Hein. Si vous décidez de rompre cette vie-là, parce que pour votre épouse, pour vos enfants, vous allez dire, je me suis engagé dans un traquenard, je travaille 7 jours sur 7 pour 1000 euros, je vais arrêter. Là, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous trouvez un pigeon pour revendre, refiler la patate chaude, mais là, vous allez avoir du mal à revendre l'exploitation le prix que vous l'avez payé, parce qu'il va falloir retrouver un pigeon qui accepte de se faire piéger, ou alors, c'est le dépôt de bilan, ou alors, malheureusement, c'est la casse suicide. Les gens se suicident parce qu'ils voient qu'ils sont piégés et ils disent, moi, je vais pas travailler toute ma vie pour 1000 euros, je vais pas m'user la santé. Donc, je préfère arrêter. Et il y a de plus en plus, d'ailleurs, de jeunes, ça évolue dans les mentalités quand même, et il y a du positif, c'est que c'est normal, hein, les jeunes n'ont pas les mêmes réflexes que nous, et on voit beaucoup de jeunes maintenant qui sont installés moins de 5 ans. C'est-à-dire que quand ils voient que ça fonctionne plus, hop, ils mettent en vente ou ils déposent le bilan. Et 5 ans, effectivement, ça fait donc beaucoup plus de turnover que dans le passé, dans le monde agricole. Le monde Il y a agricole beaucoup ne plus connaissait de pas ça. turnover que dans le passé. Moi, je vois des choses dans mon entourage, dans ma commune ou auprès de chez moi, que je n'aurais jamais vues. C'est-à-dire que nous, quand on était agriculteur, je dirais qu'on était agriculteur jusqu'à la retraite, hein, pour pas dire jusqu'à la mort. Et les gens n'arrêtaient pas l'exploitation. D'abord, c'était un déshonneur et tout, sauf cas de maladie grave. J'en connais qui ont arrêté cas accidentel ou maladie grave, mais les gens allaient jusqu'au bout de la carrière. Maintenant, il est pas rare, c'est même assez fréquent. En agriculture, c'est quand on signe un engagement avec les propriétaires des terres, c'est un bail de 9 ans. On est engagé pour 9 ans. Alors, on peut arrêter avant, hein, s'il y a des problèmes économiques, mais c'est 9 ans. Et moi, j'ai vu des fermes proches de chez moi où tous les 9 ans, ça change. Tous les 9 ans, il y a un exploitant qui s'en va et un autre qui arrive. C'est-à-dire, il vend, il loue sa ferme, enfin, il se débrouille, mais il se tire. Et ça, on n'aurait jamais vu ça avant. Et j'en ai vu beaucoup qui ont été installés moins de 5 ans. Alors, ils ressortent de l'exploitation, parfois avec des dettes. Souvent avec des dettes. Mais ils préfèrent partir avec des dettes que de sacrifier leur vie. Ça en dit long, effectivement, sur ce qu'on vit aujourd'hui. Quelles sont vos solutions? Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui reprendre la main sur ce système-là, alors? Ah ben pour reprendre la main, c'est pour ça que chaque année, les gens, les consommateurs, les concitoyens français voient les paysans. Les paysans vont redescendre dans la rue encore, hein, je peux vous l'annoncer déjà maintenant, comme ça vous verrez, vous pourrez vérifier mes propos. Il va y avoir des manifestations sûrement en septembre, septembre ou novembre, début septembre. Pourquoi septembre? Parce que là, les gens, ils sont dans les moissons, là. Ils ramassent les récoltes, les blés. Mais début septembre, souvent, c'est avant les récoltes de maïs, avant les ensilages de maïs et tournesol. Donc, le syndicat FNSEA organise des manifestations avant les récoltes, parce qu'en pleine récolte, les gens ne peuvent pas manifester. Donc, ça va être début septembre ou octobre-novembre. Plutôt novembre, octobre-novembre. Et donc, la FNSEA va les manipuler, ils vont les faire redescendre dans la rue. Alors, les slogans, je vous les donne, comme ça, c'est bien, vous pourrez vérifier mes propos. Ça va être la sécheresse. Hein, parce qu'on a une sécheresse cette année. Mais comme il y en a eu par le passé, hein, nos parents, nos grands-parents, ils ont connu des sécheresses. Hein. C'est pas la sécheresse le problème, c'est qu'il faut adapter
la spécificité agricole, le modèle économique agricole aux réalités actuelles de 2025. Il faut revoir le modèle pour qu'on ait un revenu. Donc les slogans, ça va être la sécheresse, ça va être la loi du plomb. Ils vont dire que la loi du plomb, elle a été plus ou moins détricotée. Laissez-nous travailler, foutez-nous la paix, enlevez-nous des normes, on a trop de normes, on a trop de contraintes administratives, les écologistes nous emmerdent. Ça va être un débat qui va tourner autour de ça. Hein, l'abaissement aussi des subventions de la PAC, parce que le budget de la PAC, il va en baissant, mais en aucun cas le syndicat FNSEA va donner le réel discours. Le réel discours, c'est qu'il manque un prix sur le produit des parcs fermes qui représente pas une fortune pour l'agro-industrie et l'agroalimentaire et qui permettrait aux agriculteurs de vivre dignement et qui n'aurait aucun impact sur le consommateur rendu dans le magasin. Hein. Parce que sur un verre de vin aujourd'hui, pour ceux qui passent par les coopératives ou les négociants, il revient 4 centimes d'euros aux viticulteurs sur un verre de vin. Il revient 3-4 centimes de marge nette, je parle. Il revient 3-4 centimes de marge nette sur un litre de lait, un producteur de lait. Idem en viande. Donc, en gros, la marge, faut la doubler. La marge, faut la doubler. Donc, doubler la marge, ce n'est pas doubler les prix. Ils font peur avec ça. C'est doubler la marge de la matière première qui part de l'exploitation. Mais la matière première qui part de l'exploitation, quand vous faites vos courses, peu importe où vous faites vos courses, Super U, peu importe, moyenne grande surface, il y a 6,50 € de matière première agricole dans un caddie de 100 €. Donc si on double, parce que nous, il faudrait qu'on double en gros, un litre de lait qui est payé autour de 45 centimes aujourd'hui, faudrait le doubler le prix, gérer les volumes, faut gérer les volumes, hein, et là les gens vivraient dignement. On rembaucherait de la main-d'œuvre, on est capable de créer environ 600 000 emplois, parce qu'à partir du moment où on gagnerait notre vie, on pourrait créer des emplois et arrêter de faire travailler les enfants gratuitement, les parents jusqu'à 90 ans, parce que c'est ça, hein, c'est l'agriculture, il y a une armée en campagne de dermatos, de gens qui travaillent pour la peau, de gens à la retraite qui travaillent gratuitement pour tenir à bout de bras les exploitations, parce que les anciens, ils veulent pas voir la ferme qu'ils ont montée de leurs mains, c'est normal, on peut les comprendre. Ils veulent pas voir leur exploitation partir en faillite. Donc ils continuent d'aider leurs enfants gratuitement. Bon, et si on doublait le prix de la matière première des parcs fermes en gérant les volumes, ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne notre facture, nous les paysans, ça changerait rien pour le consommateur. C'est la chaîne de valeur, la répartition de la valeur ajoutée dans la filière agro-industrie, agroalimentaire, grande distribution. Et il faut en même temps revoir le modèle fiscal, parce que si on revoit pas le modèle fiscal, aujourd'hui on a un modèle fiscal qui n'est pas adapté aux indépendants et qui n'est pas adapté à la spécificité agricole, où on travaille avec le climat. Donc le climat, on a des hauts, des bas, hein. Il y a du gel, il y a de la pluviométrie, il y a des sécheresses, comme il y a toujours eu. Et donc, faut adapter le modèle fiscal, parce que les années, elles sont pas régulières, c'est pas homogène. Donc, l'année où les revenus vont être meilleurs, parce que la pluviométrie a été bonne, il faut pas que le régime fiscal, il taxe à 43% un soi-disant bénéfice agricole qui génère des stocks de fourrage, qui génère une activité, hein, qui est une activité qui est destinée à rémunérer le producteur et à créer des emplois normalement. Et donc, faut revoir le modèle fiscal où l'État ne serait pas forcément perdant. C'est pas qu'on veut pas payer d'impôts. Le sujet n'est pas là. Et il est qu'il faut adapter le modèle fiscal aux spécificités agricoles. Parce qu'aujourd'hui, on est imposé sur un bénéfice d'entreprise. Et le bénéfice d'entreprise n'est pas notre salaire. Et comme on est imposé sur un bénéfice d'entreprise, ça nous empêche de vivre dignement, de réinvestir correctement, parce que là, ça pompe toute la trésorerie des exploitations. Surtout le modèle du régime mutualité sociale agricole qui est à 43%, voire même derrière, après, ça génère des impôts qui sont pas en phase avec la rémunération réelle. Parce qu'en fait, le bénéfice d'entreprise en agriculture qui est déclaré,
Ce bénéfice, si par exemple il est de 100 000 euros de l'exploitation, où il y a plusieurs associés, souvent, eh bien, on va payer 43 000 euros de mutualité sociale agricole là-dessus, qui est notre régime social, de retraite, de prestations sociales, de arrêt maladie et tout ça. Donc, il va partir 43 000 euros à la MSA, plus on va payer des impôts, une partie d'impôts à hauteur autour de 11%. Donc, alors que ce bénéfice d'entreprise, c'est pas notre salaire. Ces 100 000 euros, ils sont destinés normalement à rémunérer les capitaux engagés. Alors, les capitaux engagés, on les rémunère jamais, parce qu'il n'y a pas la rentabilité pour le faire. Ensuite, ces 100 000 euros, c'est une entreprise. Il y en a une partie qui sont destinés à réinvestir parce qu'il faut entretenir l'outil, le matériel, les bâtiments, les terres. Il y a toujours un entretien, comme quelqu'un qui a une maison d'habitation, il est propriétaire. L'entretien, il faut bien qu'il fasse l'entretien de sa maison, réparer les gouttières, le toit, les peintures. Bon, et puis après, il y a une partie dans les 100 000 euros qu'on garde en marge de sécurité pour avoir une trésorerie de ces 100 000 euros. Et ensuite, les associés, ils font ce qu'on appelle des prélèvements privés, qui est notre salaire. Et c'est là qu'on est à 1 000 euros. C'est-à-dire, s'il y a 100 000 euros de bénéfices, s'il y a 3 associés, vous voyez déjà ce que ça fait à sortir de rémunération, même qu'à 1 000 euros. Donc après, si la mutualité sociale agricole et les impôts piquent 43 000 plus un peu d'impôts, le modèle ne peut pas fonctionner. Donc, il faut revoir le modèle en même temps qu'on revoit la rémunération, il faut revoir le modèle fiscal. Parce que sinon, tout part dans la fiscalité. Alors moi, à ce titre, j'ai commencé à travailler là-dessus. Je conseille, j'ai une société de conseil que je fais où j'aide les agriculteurs à faire justement de l'optimisation fiscale pour éviter de tout redonner aux impôts et à la mutualité sociale agricole. C'est-à-dire qu'il existe des outils, comme il existe dans l'industrie, qui sont légales évidemment. C'est de l'optimisation fiscale qui permet de réamortir l'outil pour pas tout redonner à l'État. Mais ça, normalement, c'est le gouvernement qui devrait revoir le modèle. C'est le gouvernement. Et là, du coup, tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que vous parliez de ces personnes, enfin, pour qu'on essaie de bien visualiser dans le concret la situation des agriculteurs. Vous disiez que tout à l'heure, qu'en ce moment, il y a des parents qui aident les enfants qui ont repris leur ferme. Donc ça, c'est une première dans l'histoire aussi. C'est-à-dire que auparavant, les gens arrivaient à tenir toute leur vie dans la ferme, à la donner à leurs enfants. Aujourd'hui, si les parents doivent aider les enfants, les petits-enfants qui voudraient reprendre la ferme ne pourraient pas être aidés par les parents qui sont en galère aujourd'hui d'une certaine manière. Est-ce que c'est le bon constat? Oui, c'est ça. C'est l'absence. De toute façon, toutes les causes du problème agricole, c'est pas la sécheresse qui arrive, c'est le manque de revenus. Et on voit même des situations. Moi, je voyage un peu là chez mes collègues à travers la France. On voit des exploitations où les parents ont galéré. Ils ont des retraites qui sont petites, même s'il faut être honnête, elles ont été revalorisées. Grâce à la loi Chassaigne, une retraite à taux plein, celui qui a tous ses trimestres, maintenant on va frôler les 1 100 euros. 1 100 euros. Ceux qui ont tous leurs trimestres. Bon, il y a eu une amélioration, c'est pas assez, 1 100 euros, mais avant c'était plutôt du 700-800 euros, donc ça va plutôt vers... Il y a eu un effort, on va dire, du gouvernement. Faut dire les choses telles qu'elles sont là-dessus. Bon. Même si on est en dessous le montant moyen des retraites, parce qu'il doit être autour de 1 500 euros, le niveau moyen. Donc nous, on réclame le niveau moyen, 1 500, mais déjà on est arrivé à 1 100. Mais on voit beaucoup de gens, aujourd'hui, il y a un tel état de pauvreté, je vois ça dans les départements, j'en ai vu dernièrement dans le sud, où les enfants qui sont partis travailler à l'extérieur, dans le tertiaire, dans les banques, dans les assurances, vont reprendre dans leur nom la ferme des parents pour conserver la ferme familiale. Les parents restent dans la maison d'habitation parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir en ville. Leur maison est en très mauvais état. Ils n'ont plus les moyens de faire les travaux. Mais les enfants, pour protéger les parents, ils prennent la ferme dans leur nom. Ils sont double actifs, ils ont le droit. Donc ça valide les primes de la PAC et il y a un petit peu d'animaux souvent que les parents continuent de s'occuper.
et ils vont continuer leur vie dans leur maison qu'ils avaient construit ou acheté il y a 40 ou 50 ans, et ils vont finir leur vie ici, parce qu'ils veulent mourir dans leur ferme qu'ils ont montée de leurs bras. Mais c'est les enfants qui travaillent à Groupama ou à AXA Assurance ou au Crédit Mutuel ou qui ont d'autres métiers qui viennent en secours aux parents qui vivent dans un état de pauvreté comme on voit rarement dans notre société, surtout pour des chefs d'entreprise. C'est un sujet passionnant, effectivement. Et pour alerter qu'on ait d'autres cas concrets, quelqu'un qui aujourd'hui, un agriculteur qui souffre dans sa chair, comment viennent-ils, pour revenir au sujet de base sur les suicides, quel cas concret avez-vous vu ou entendu parler qui ont mené à des suicides? Vous avez bien fait de parler aussi des tentatives de suicide, puisque effectivement on est sur près de 2 suicides par jour. Les 6 tentatives ne sont aussi pas anodines. Donc, qu'est-ce qui amène à cette conséquence qu'est le suicide? Le suicide, quand on est dedans, on peut mieux comprendre pourquoi on en arrive là. Alors bien sûr, je vais le décrire, mais ça veut pas dire que je le cautionne, mais je vais décrire comment ça se passe. Quand je vais, là, cette semaine déjà, on est que mercredi. Les 2 premiers jours, j'ai fait 2 déplacements devant les tribunaux pour soutenir des gars. Dont un est en redressement et l'autre demande la liquidation. Ils demandent la liquidation, beaucoup demandent la liquidation maintenant parce que ça devient mentalement, humainement, ce n'est plus vivable. Le souci, c'est que la plupart du temps, grande majorité, c'est des fermes familiales. Donc c'est parents, grands-parents, il y a des endroits, c'est 7-8 générations qui sont là dans ce corps de ferme, là, dans cette maison même, qui est une maison familiale, mais qui est tout un symbole pour les parents, les grands-parents et les frères et sœurs. Vous pensez bien que quand on se déplace au tribunal, moi j'ai fait le tribunal d'Angers, là, et le tribunal de Laval en début de semaine, et que j'accompagne les agriculteurs pour faire une liquidation. Alors c'est des jeunes ou des moins jeunes, c'est 30 ans, 40 ans, il y en a que c'est 55 ans, il n'y a pas d'âge pour déposer le bilan, puisqu'il n'y a pas de rentabilité. Il y en a même qui déposent le bilan avant d'être à la retraite, pour se libérer des dettes, parce que quand vous arrivez à la retraite, si vous ne retrouvez pas à vendre l'exploitation, si en vendant l'exploitation il manque 100 000 euros, vous n'allez pas partir en retraite avec 100 000 euros de dette. Il n'y a personne qui peut rembourser 100 000 euros de dette à la retraite. Ni un ouvrier, ni un maçon, ça n'existe pas ça. Donc il faut déposer le bilan avant de partir en retraite. Donc quand il faut déposer le bilan, eh ben c'est l'affectio familiae, ça concerne souvent la famille, la maison elle est familiale. Dans le dossier que j'ai fait en début de semaine, les parents étaient caution. Donc la banque va activer la caution. Donc elle va demander aux parents, dans le cas présent, elle va aller chercher 50 000 euros chez les parents. Voilà, dans le cas que j'ai traité cette semaine. Donc imaginez-vous la pression qu'il y a sur les épaules des agriculteurs, plus sur les hommes souvent que sur les femmes. Les femmes passent mieux le cap que les hommes. L'homme, il peut être tenté de se donner la mort parce que il pense que le problème c'est lui et il va dire je vais entraîner mes parents à verser 50 000 euros parce que je me mets en dépôt de bilan. Imaginez le regard de la famille aussi, des frères et sœurs qui sont partis travailler en ville. Les frères et sœurs, certains ne comprennent pas. Ils disent mais attends, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as déposé le bilan, nos parents, ils ont monté une exploitation, ils n'étaient pas riches, les parents, mais ils ont quand même réussi toujours à payer leurs dettes et élever la famille. Et toi, tu déposes le bilan. Donc 50 000 euros, alors c'est 50 000, mais des fois c'est plus que ça. Donc les frères et sœurs, souvent, se fâchent avec l'exploitant. Ils se fâchent avec le frère. Ils disent, bah dis donc, t'as mangé 50 000 euros de capital aux parents. C'est pas du boulot, nous on va les déduire de la succession, etc., etc. Avec l'engrenage de la non-rentabilité, il arrive même à nous faire fâcher avec nos parents et nos familles, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, c'est tout. Donc non seulement tu perds, oui, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, parce qu'il n'y a pas la même rentabilité qu'il y a 30 ou 40 ou 50 ans dans le monde agricole, c'est ça qui est fascinant. Parce que là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que non seulement la personne est face à ses propres problèmes, et en plus à la pression de l'extérieur, pression familiale, pression sociale. C'est ça que vous nous dites.
Oui, parce que si on prend des exemples, on prend par exemple le groupe LDC dans la Sarthe, il est réel que, alors c'est les marques Maître Coq, Poulet de Loé et tout ça, il est réel, et c'est vrai, que quand ce groupe-là a monté les poulaillers dans les années 60-70, avec un bâtiment, les gens ont réussi à élever une famille avec ça. Il y a des poulaillers qui ont été payés en 7 ans. 5 à 7 ans, l'agriculteur, donc, alors, dire qu'il était riche, non. Mais il avait quand même une rentabilité qui a permis d'élever sa famille. Maintenant, c'est plus un poulailler qu'il faut. En semi-plein air, en faut 7 ou 8 pour dégager un SMIG. Bah, on va pas monter 7 poulaillers pour dégager un SMIG. Mais ça a aucun sens. Le montant d'investissement engagé, 7 bâtiments, pour espérer tirer un SMIG, vaut mieux porter les journaux la nuit pour la poste. Hein. Ça rapportera plus que d'investir dans 7 bâtiments. Faut être complètement malade pour faire des trucs comme ça. Donc, on a perdu la rentabilité, l'endettement est supérieur, donc ça pousse les agriculteurs au suicide. C'est tout. C'est passionnant comme sujet. Et donc là-dessus, aujourd'hui, si on revient sur les problématiques modernes, on a eu le Mercosur, il y avait eu d'autres traités comme cela. Cet empilement des traités, est-ce qu'on se rend compte des impacts sur le monde agricole français? Bah, disons que la solution pour les gens qui m'écoutent, les consommateurs, alors je vais vous dire que je vais pas vous dire que c'est facile, mais la solution pour améliorer la condition des agriculteurs, c'est de travailler aux côtés, les élus qui vont m'écouter dans les petites communes, ça concerne aussi les grandes métropoles, mais il est évident que c'est moins facile à Paris que dans une commune de 5000 habitants. Il faut revenir sur les PAT, qui est une mesure qui a été mise en place par le gouvernement, les projets alimentaires territoriaux. Nous, on travaille avec SOS Maire. SOS Maire, c'est une association indépendante parce qu'on n'a pas voulu mettre de politique là-dedans, parce que si on met la politique là-dedans, on va rentrer le débat droite-gauche, machin. Bon. Donc, SOS Maire, on met en contact, en relation les gens sur les territoires où on leur dit, voilà, en Maine-et-Loire, il y a tel et tel producteur qui vend de la volaille au détail, qui vend des œufs, qui vend du lait, qui vend, que sais-je, du vin, voilà, pour que les consommateurs, il aillent directement s'approvisionner dans les fermes pour éviter qu'on soit assassiné par nos coopératives, l'industrie agroalimentaire. Et après, si les élus jouent le jeu, il y a des élus qui ont commencé dans les communes à la restauration collective, les EHPAD, les cantines, tout, où ils prennent localement, bio et conventionnel localement, où ils font travailler les agriculteurs. Mais attention, faut que ça soit une ligne directe. Hein. Faut que ça soit l'agriculteur qui fasse la facture. Si la collectivité locale passe par la coopérative, c'est terminé. On retombe à la case départ. C'est la coopérative qui va capter la valeur ajoutée. L'agriculteur n'aura rien. Il faut que le consommateur revienne en lien direct. De toute façon, je vais vous prendre une image. Hein. Le litre de lait vendu au détail, il y en a, ils vendent 1,10 € le lait bio. Mais souvent, les gens vendent 1 €, parce qu'un euro, il n'y a pas besoin de rendre la monnaie, c'est simple, 1 €. Bon, 1 €. Et en conventionnel, on peut le vendre 80 centimes, 80-85 centimes, il y a 15 centimes d'écart. Bon. Le lait, les laiteries nous le payent 45. Bon. Et le bio, il est payé peut-être 48. Pas beaucoup plus cher. Donc vous avez vu, hein, ça fait la culbute. C'est le double. C'est ce qu'il nous faut pour vivre. Et eux, les laiteries, quand ils viennent chercher ce lait-là à 45, là, c'est le litre de lait que vous allez venir chercher dans la ferme. Mais eux, avec ça, ils l'éclatent en molécules, ils font du cracking. Le lait, il sert à tout. Il va dans les pharmacies, il sert à la peinture sur les voitures, ils font des fromages, ils font des yaourts, c'est un business énorme, énorme, dans lequel il n'y a pas de transparence. Et c'est pareil pour la viande bovine. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir aux consommateurs. Ceux qui transforment, c'est encore mieux, hein, les fromages, les yaourts et tout ça, parce que sinon, malheureusement, il n'y a aucun homme politique qui a voulu légiférer. Il pourrait légiférer, hein, encadrer les marges, il pourrait, hein, parce qu'il y a bien des métiers qui sont encadrés, mais ils ne veulent pas le faire. Le politique se met du côté de la FNSEA, de l'agroalimentaire et de la grande distribution,
les politiques soutiennent Édouard Leclerc. Hein. On va pas se mentir. Hein. La LME, la loi de modernisation de l'économie qui avait été embarquée par Sarkozy avec Édouard Leclerc, les politiques globalement ne soutiennent pas les paysans. Le paysan, c'est le maillon faible. Et les politiques, de gauche comme de droite, ils ont laissé les paysans se faire écraser. Voilà, c'est tout. Et parlez-nous rapidement de la FNSEA, puisqu'on entend souvent que la FNSEA, donc qui est un syndicat agricole, ne représente pas les intérêts des agriculteurs, des travailleurs honnêtes. C'est un reproche qui est fait sur beaucoup de syndicats aujourd'hui en France. Pouvez-vous nous en parler? Et est-ce que par exemple la Confédération paysanne est un syndicat qui est beaucoup plus proche du peuple? Voilà, parlez-nous de Arnaud Rousseau aussi de la FNSEA comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Pour résumer très vite, à la sortie de la guerre, avait fallu redresser le pays. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1952. Et à la sortie de la guerre en 45, il s'est créé la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, dans laquelle il y avait le Crédit Agricole. Ils ont regroupé les mutuelles, les assurances, hein, et il y avait la branche agricole, les agriculteurs, a fallu fédérer les agriculteurs. Et ça s'appelait la CGA. Et en 46, la FNSEA a créé sa propre branche agricole. Elle n'est pas restée dans la CGA, on a créé un collège agriculteur. Et cette FNSEA, elle a fait du boulot au départ. Hein, il y a eu des bonnes choses de fait. Hein, attention, il ne faut pas tout dire, faut pas dire des conneries. Mais par contre, après, à partir des années 60, à partir des premières politiques agricoles communes Edgar Pisani, on est parti sur un modèle agro-industriel où on a voulu agrandir les fermes de façon importante. Ça a été les premiers remembrements où on a agrandi les parcellaires pour emmener une partie de la main-d'œuvre des campagnes dans l'industrie, parce qu'on avait besoin de bras dans l'industrie. Donc on a modernisé, on a développé la chimie, les engrais chimiques, pour faire produire beaucoup aux agriculteurs. Les bras de la FNSEA à travers l'agro-industrie, ils ont sélectionné des variétés pour produire plus. Hein, avec des phytosanitaires pour augmenter les rendements à l'hectare, augmenter les rendements par exploitation et par travailleur, donc pour diminuer le nombre de paysans. Et on est toujours dans cette stratégie-là. Et au fil des années, le syndicat qui avait été créé, qui devait être un contre-pouvoir, est devenu le co-gérant du pouvoir et de l'agroalimentaire, puisque les dirigeants de la FNSEA sont en même temps les responsables de la SAFER, qui gère les terres, sont en même temps les responsables de notre mutualité sociale agricole et sont surtout, chose très grave, sont les présidents des interprofessions et des coopératives. Ça veut dire qu'ils ont une double casquette, ils sont représentants de la coopérative et en même temps représentants, soi-disant, des paysans. Mais vous pouvez pas représenter les deux. Faudrait une interface entre les décisions des coopératives sur le rachat de nos produits, une interface et les producteurs eux-mêmes. On peut pas être payé par la coopérative comme représentant de la coopérative et en même temps avoir une casquette FNSEA, défendre des agriculteurs. Parce que l'agroalimentaire, la coopérative Lactalis ou LDC, eux, ils vont vouloir acheter les produits le moins cher possible dans les exploitations pour faire des marges et ensuite se confronter à la grande distribution. Donc l'agriculteur qui a été nommé référent, parce que c'est que des référents FNSEA, il peut pas demander un prix rémunérateur conséquent, comme je l'ai dit, il faudrait doubler le prix de la matière première des parcs fermes avec une gestion des volumes. Lui, il va pas demander ça en tant que responsable de coopérative, parce que ces directeurs de coopérative, les cadres dirigeants de la coopérative, ils vont lui dire, attends, si on augmente le prix dans les exploitations, nous, va falloir qu'on revoie notre modèle, parce qu'on est confronté à Leclerc, Super U, on est confronté à la concurrence internationale, le Mercosur et tout. Nous, on va perdre des marges. Économiquement, on va gagner moins d'argent. Donc, la variable d'ajustement, elle se fait sur le paysan. Parce que quand on regarde une activité agricole, elle fait vivre du matériel, des marchands de matériel, des vétérinaires, des commerçants, des comptables, des laboratoires, tous ceux qui travaillent de près ou de loin autour du monde agricole, ils font leurs factures, ils ont des marges. Eux, ils ferment l'entreprise s'ils ont plus d'activité.
Un commerçant en bestiaux, il va s'arrêter s'il a plus d'activité. Une coopérative, elle va s'arrêter s'il y a plus de, ce qui arrive d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins d'activité en France, ça vient de l'étranger. Le gars qui vend des tracteurs, il va fermer sa concession s'il a plus d'activité, ou ça descend à un seuil trop bas, il ne peut plus renouveler, il peut plus payer ses employés, il peut plus réinvestir. Il va fermer la concession. Mais tant qu'il a de l'activité, qu'il y a un peu de paysans pour ramener de la matière, lui, il facture, il a une marge. Et lui, il a une marge qui est basée sur un produit intérieur brut territorialisé, c'est-à-dire qu'il est en France, il a une secrétaire qui est française, il a un cadre de direction qui est français. Lui, il va facturer, hein, mais il va peser sur le prix des produits agricoles des par ferme. Sachez qu'à l'heure où je parle, par exemple dans nos centres de gestion, on a quand même des cadres de centres de gestion qui ont 100 000 euros de rémunération annuelle. Vous faites 100 000 euros divisé par 12, hein, et tout ça, c'est bien pris sur les marges des paysans. Donc, autour des paysans, ça gagne sa vie. Les gens gagnent relativement bien leur vie. Par contre, le paysan, lui, c'est la variable d'ajustement. C'est très intéressant, effectivement, de balayer tous ces sujets aujourd'hui et de voir qu'effectivement, il y a un monde qui vit autour des paysans et que ce sont par contre les premiers ouvriers qui, eux, subissent le plus le système. Merci d'avoir pris le temps, Philippe Grégoire. Est-ce que on va arriver vers la fin de l'entretien? Est-ce que vous voulez rajouter un dernier point? On espère que vraiment, en général, les personnes qui ne vivent pas au quotidien avec des agriculteurs, je vois en tant que journaliste, nous qui observons le terrain, on voit qu'il y a une forme de vraie déconnexion. Par exemple, dans les mondes urbains, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Et en général, tout le monde aujourd'hui est attaqué sur son côté économique. Et la plupart des citoyens, même en France, que les paysans, nous, effectivement, on montre, on s'intéresse aux conditions de vie de tous les travailleurs et on voit que tout le monde est sur un système de survie plus que de vie confortable. Et ça, dans tous les systèmes, la vie était beaucoup plus, le pouvoir d'achat était déjà beaucoup plus fort il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et mais voilà, on espère qu'il va y avoir peut-être une réunion de ces souffrances-là aujourd'hui en France. Bah là, je vous l'annonce à l'avance, comme ça vous pourrez vérifier ce que je dis. La FNSEA, c'est les céréaliers qui tiennent la FNSEA, hein, c'est pas, voilà. Après, les syndicats, d'autres proposent autre chose. La Confédération paysanne propose une autre alternative meilleure que la FNSEA, ainsi que la coordination rurale ou le MODEF, parce qu'il y a 3 autres syndicats. Bon, simplement, ils ont peu la parole et ils ont pas pignon sur rue et ils sont pas écoutés par les instances politiques nationales, par les ministres de l'Agriculture. C'est que la FNSEA qui est écoutée. Mais vous verrez qu'avec la sécheresse qu'on a, quand les récoltes vont être faites, là, ils vont faire sortir les tracteurs, hein, et ils vont faire des slogans, les normes, mais ils vont pas parler du fond du sujet, qui est la rémunération, qui est le prix. Parce que les céréaliers, cette année, grosso modo, ils vont être payés un peu moins de 200 euros la tonne, hein, voilà, grosso modo, c'est les prix qui s'annoncent, parce que concurrence internationale, parce qu'on est dans le libre-échange, parce qu'on veut pas remettre en cause l'Union européenne, hein, et il vient des blés ukrainiens et russes à des prix défiant toute concurrence, ou d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, s'il y avait une vraie réforme, il faudrait que l'État français ou l'Union européenne, si on en a le courage, et si on est unis en Europe, je crois que c'est pas le cas, qu'on n'est pas unis, hein, les 27, le prix des céréales, il faudrait le doubler. Donc ça veut dire 400. Si on met une céréale à 400, vous comprenez bien que les céréaliers, ils vont gagner leur vie. Et c'est pas une histoire de phytosanitaire et tout ça. Le phytosanitaire, c'est un autre débat. C'est un débat de société par rapport à la santé humaine et les cancers. Mais moi, je parle de la rémunération. Mais si on le double, ça veut dire que la politique européenne ou française, faut qu'elle s'encadre d'un vrai programme politique avec une gestion des volumes. Parce qu'il est hors de question de augmenter les prix sans gérer les volumes. Parce que si on augmente la rémunération dans les exploitations sans gérer les volumes, vous avez des exploitants qui vont vouloir avaler les voisins. Et on va recréer un phénomène de surproduction qui va encore peut-être être pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, il faut un encadrement du modèle agricole avec une gestion des volumes qui recréerait des emplois, qui va sauver les familles, qui est un modèle vertueux, qui va nous permettre de garder notre arme alimentaire. Parce que là, on va perdre l'arme alimentaire, on va être de plus en plus dépendant de l'extérieur, Mercosur ou autre,
Sachant que quand je fais une conférence internationale le 12 juillet avec mes collègues brésiliens, indiens et tout ça, je fais ça régulièrement, ils sont dans la même situation. Eux, ils nous écrasent parce qu'ils ont grossi leur ferme, mais quand je leur demande leur rémunération, j'ai le grand regret de vous dire qu'ils sont à 1 000 €. Avec amortissement, il leur reste 1 000, 1 200 €. Il y en a à 800 €. Alors, suivant les continents, il y en a qui n'ont pas de sécurité sociale. La grosse différence qu'ils ont avec nous, c'est le climat n'est pas le même. Donc, comme le climat n'est pas le même, des fois, il y a moins de décalage, de sécheresse, tout ça. Et c'est surtout sur les salariés. Dans certains continents, moi, si je me paye un salarié, eux, ils peuvent en avoir 3 pour le même prix. C'est-à-dire, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Voilà. C'était passionnant, effectivement, de pouvoir parler de ça. Je pense qu'on a fait un premier bon tour d'horizon. On vous recevra de toute manière encore régulièrement. Philippe Grégoire, on rappelle votre chaîne YouTube, Philippe est dans le pré. Et ce congrès dont vous venez de parler, est-ce que c'est ouvert au public ou c'est entre non, c'est réservé à un groupe d'intervenants. Pas de problème. Merci en tout cas d'avoir pris le temps. Je vous rappelle que le dernier Nexus est en kiosque. Là, ça doit pas être le dernier. Là, au moment où on fait cette vidéo, il y en a un nouveau, mais n'hésitez pas à le trouver directement dans toutes les librairies près de chez vous et sur nexus.fr. Je vous rappelle également, si vous voulez parler du monde agricole, que vous avez des solutions, que vous êtes dans des associations, que vous proposez du changement, n'hésitez pas à venir dans le Café Nexus, le Café des Possibles, où on reçoit, c'est un espace de sociabilité et on reçoit toutes les personnes qui proposent même les plus petites actions pour le monde de demain qui peuvent faire bouger les choses. C'est le 12 juillet. Ça, c'est le 12 juillet. On en fait un par mois en général depuis un mois. Et donc, c'est de 15h à 19h au 14 rue de Patay dans le 13e. Philippe Grégoire, si tu es sur place, avec grand plaisir. Oui. C'est tout le monde, vous êtes tous invités. Moi, je fais un programme sur le moment en fonction des énergies qu'il y a sur place. Et ça marche toujours très, très bien. C'est des beaux moments. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a les 25 ans de Nexus qui seront fêtés au Théâtre du Gymnase c'est le 5 septembre. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places maintenant sur nexus.fr. Vous trouverez toutes les informations. Philippe Grégoire, merci encore. C'était un sujet lourd, mais c'était un plaisir. Romain, et à bientôt. Et on espère continuer à visibiliser autant que possible la condition de vie des travailleurs honnêtes en France, puisqu'il y a des gens qui se cassent vraiment la tête et qui sont attaqués par tout un système. Oui, disons que pour moi, ce qui est important, c'est d'informer les consommateurs, qui puissent juger par eux-mêmes ce que je dis, mes propos, et puis ils peuvent les confronter avec les autres idées, puis ils vont voir si je dis la vérité. C'est une très belle conclusion. À bientôt, Philippe. Merci, à bientôt.